Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous ne revenez pas de Chine? Absolument pas. Bon, je suis pas non, contagieux mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. C'est bien. Mais non, je n'ai pas peur. Et d'ailleurs, que dites-vous de ce comportement des Français? Je recevais tout à l'heure sur RMC des restaurateurs chinois qui nous disaient qu'ils avaient perdu plus de 60% de chiffre d'affaires, qu'ils recevaient des quantités astronomiques de messages, tous plus xénophobes les uns que les autres. Que dites-vous ce matin? Je suis assez révolté par ces dérives racistes qu'on trouve dans toutes les crises. Mais tout ça, ça vient d'une seule cause. La peur est mauvaise conseillère. Avoir peur, avoir de la panique, manquer de sang-froid, c'est vraiment conduire à des comportements négatifs comme ceci. Au fond, il faut avoir du sang-froid, la crise est grave, il faut la regarder avec clarté, lucidité, mais il ne faut surtout pas paniquer. Les capacités aujourd'hui des États sont telles que nous pourrons, certes avec des dégâts, mais nous viendrons à bout de cette crise. Alors, si vous êtes là aussi, c'est parce que vous connaissez parfaitement la Chine. Vous êtes un grand ami de la Chine et des Chinois. Alors, est-ce que les autorités chinoises... Le dernier bilan nous dit 908 morts, plus de 40 000 cas en Chine de coronavirus. Est-ce que les autorités chinoises nous disent toute la vérité ou est-ce qu'elles nous mentent? Écoutez, nous ne sommes pas dans un système démocratique à l'européenne ou à l'occidentale. Nous ne sommes pas dans un système où il y a la liberté de la presse. Nous ne sommes pas dans un système où on peut confronter les différentes analyses. Donc je ne peux pas répondre à votre question. Nous sommes dans un système qui est naturellement un système autoritaire. Donc on ne peut pas se fier aux informations officielles. Là, ce que je peux vous dire, pour avoir vécu la crise de 2003 du SRAS et pour avoir été en Chine à ce moment-là, à cette époque-là, les dirigeants chinois ont d'abord nié la crise. Ici, dès le deuxième jour, le président chinois a dit « la crise est très grave ». Ils ont mobilisé, engagé des travaux pour construire très vite des hôpitaux. Ils ont créé une information globale, qui est une information d'ailleurs qui a beaucoup inquiété les Chinois et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Chinois, eux aussi, ont peur. Mais disons qu'aujourd'hui, le gouvernement a un discours, y compris en alertant les gens pour qu'ils partent les masques, en faisant en sorte qu'il y ait une mobilisation de comportement. Mais Jean-Pierre Raffarin, oui, sauf qu'il y avait un médecin. Vous avez vu l'histoire du docteur, Absolument. Du docteur Lee. Ce médecin avait alerté sur les réseaux sociaux avec ses confrères. Il avait alerté des dangers de ce virus. Et les autorités chinoises, non seulement n'en ont pas tenu compte, mais l'ont mis en prison. Mais vous savez qu'il y a aussi sur l'intelligence artificielle un certain nombre de chercheurs qui avaient prévu cette pandémie. Donc ça, c'est vrai qu'on a un énorme problème aujourd'hui d'alerte sur des crises de cette nature. Mais naturellement, ne voyons pas la Chine comme un pays à l'occidental où on pourrait avoir des débats publics. Ça, il faut pas rêver, c'est pas ça aujourd'hui. Je ne suis pas favorable à ce régime. J'aime le peuple chinois, mais je ne suis pas favorable à l'organisation politique de la Chine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire confiance à aujourd'hui cette mobilisation qui a été engagée parce qu'ils sont en train de regarder la crise en face. Qu'est-ce qu'il nous faut faire aujourd'hui? Exiger en effet la transparence, car il nous faut les informations. Mais comment? Par la diplomatie. Ils sont très attachés à l'action internationale, ils sont très attachés au multilatéralisme. Ils s'opposent aux Américains sur des idées comme le protectionnisme, comme cette forme aujourd'hui de décision unilatérale, l'unilatéralisme de Trump. Donc les enfermer, je dirais, dans une logique de coopération qu'ils proposent. Moi je dirais, il nous faut de la transparence. 2, il nous faut de la solidarité. Pas de racisme et de dire qu'on fait confiance au courage du peuple chinois. Il ne faut jamais démoraliser un peuple quand il a une épreuve à affronter. Je peux vous dire que ce qui arrive aux Chinois, ça peut arriver à n'importe quel pays demain. Et donc nous sommes dans une société où ni les virus, ni les organisations internationales économiques, les frontières n'arrêtent plus les problèmes aujourd'hui. On le voit avec les migrants, on le voit avec la santé publique, on le voit avec le climat. On a un certain nombre de sujets qui exigent une coopération. Ça veut dire quoi? Tenir un discours où l'on avance que en fermant les frontières, on peut se prémunir de tout, c'est fini.
s'enfermer, c'est naturellement à un moment ou à un autre se condamner. La seule solution dans la perspective, si on veut maîtriser le climat, c'est pas parce qu'on va le maîtriser en France qu'on maîtrisera le climat ailleurs. Ces grands sujets de santé publique, de climat et même de migration sont des sujets de coopération internationale. La Chine est favorable à la coopération internationale. Oui, mais elle défend le nôtre. Elle est favorable à la coopération, mais enfin, pardonnez-moi, mais tous les grands réseaux sociaux en Chine ont été placés sous surveillance. C'est pas d'aujourd'hui, ça. Non, il faut pas découvrir la Chine aujourd'hui. Je découvre pas la Chine aujourd'hui, mais surveillance spéciale. Mais regardez, ils travaillent avec l'OMS, qui est à Genève. Ils donnent toutes les informations. Il y a des coopérations qui sont engagées. Donc, ce qu'il faut, c'est développer la coopération internationale. C'est renforcer, au lieu de condamner en permanence l'ONU, au lieu de condamner en permanence l'UNESCO, au lieu de condamner l'OMC, et aujourd'hui, mieux vaut renforcer l'OMS. Nous avons besoin de travailler ensemble sur toutes ces difficultés qui sont des difficultés sans frontières. On a voulu un monde hyper connecté. Dans ce monde connecté, les malheurs moi, se diffusent très simple vite. À vous poser, Jean-Pierre Raffarin. Je me méfie de vos questions toutes simples. Mais vous allez voir, sans liberté de l'information, sans liberté. Il n'y a pas de liberté de l'information aujourd'hui en Chine, à cause de, entre parenthèses, de ce virus. Ça a été resserré. Sans liberté de l'information, y a-t-il une politique de santé publique possible? Franchement. Franchement, il y a une politique de santé publique possible. Pourquoi? Parce que c'est sans liberté, sans laisser l'information circuler. Je pense que l'information doit circuler. Ne me faites pas faire en sorte qu'on ait un débat politique alors qu'on est dans une crise. Mais quand je vois que le système autoritaire est capable aujourd'hui de créer un hôpital en une quinzaine de jours, alors que nous, pour ouvrir un théâtre, il nous faut plus de 10 ans, je me dis quand même, faisons attention avant de donner des leçons à tout le monde. Non, mais il ne s'agit pas de donner des leçons. Je pense, franchement... On ne peut pas construire un hôpital en 10 jours en France, vous le savez bien. On ne va pas travailler jour et nuit. C'est impossible. Donc il y a en Chine un certain nombre de caractéristiques qui font qu'aujourd'hui, dans ce système hyper centralisé, ils sont aujourd'hui mobilisés sur cette... Si je parle de cette crise, je dis clairement que je pense que la Chine va maîtriser la situation. Ça va prendre du temps, il va y avoir des drames, évidemment, mais la Chine va maîtriser la situation. Je ne pense pas que ça veut dire que le régime chinois est un régime politique qui me satisfait. Je dis simplement qu'aujourd'hui, dans une situation de crise, l'autorité n'est pas forcément un handicap. Soyons clairs. Dans une situation de crise, quand il faut que tout le monde obéisse, que tout le monde porte son masque, que tout le monde reste dans ses appartements, le système chinois est capable aujourd'hui, par son système d'autoritarisme, il est capable d'obtenir un certain nombre de résultats de crise. Ça ne veut pas dire que j'adhère au système politique. Est-ce que Xi Jinping est affaibli politiquement ? Je pense que pour le moment, ils sont dans la crise. Aujourd'hui, il faut sortir de la crise. Donc aujourd'hui, tout le monde est mobilisé. Aujourd'hui, tout le monde est mobilisé. Donc on verra l'issue de la crise. Je pense que, contrairement, je vous le dis, à 2003. 2003, j'étais allé en Chine parce qu'il fallait alerter la conscience internationale sur ce qui se passait. Et on était tous inquiets parce qu'au début, les autorités chinoises niaient la crise. Aujourd'hui, on a des autorités chinoises qui tous les matins disent « c'est grave, restez chez vous, soyez très attentifs à tout cela, lavez les mains des enfants, faites en sorte que vous puissiez éviter toute contamination ». Donc il y a une forme de conscience aujourd'hui en Chine. Donc il faut aujourd'hui travailler avec eux, exiger la transparence, affirmer notre solidarité et améliorer la coopération. La coopération scientifique, coopération technique. Je vois que des gens de l'Institut Pasteur aujourd'hui sont en participation de travail très intensif. Je vois que nous avons notre réseau diplomatique qui est très actif. Je dis ça c'est très important. Ayons de la coopération. La fermeture dans la crise, c'est pas la solution. On a besoin des autres. Cette crise qui illustre, vous allez me dire ce que vous en pensez, évidemment la dépendance économique de l'économie mondiale à la Chine. Absolument. La Chine. Alors, il y a aussi des conséquences économiques très sérieuses et très sérieuses pour l'économie chinoise, non? Oui, mais je pense que les Chinois... Et pour nous aussi. Les Chinois feront, comme ils le font toujours, un plan de relance après. Très franchement, je pense que pour l'économie internationale, la tension aujourd'hui, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis aura plus d'impact que le coronavirus. Je pense que cette guerre commerciale qui est engagée, la bataille qui est engagée sur le commerce, qui est une bataille engagée aussi sur les technologies. En fait, c'est le numéro 1 qui n'accepte pas la montée du numéro 2 et le numéro 2 qui veut prendre la place du numéro 1. Oui, sauf que le numéro 2 a accepté de renforcer ses importations. La Chine a accepté de renforcer ses importations américaines. Ce qui veut dire que, qui est la victime ?
L'Europe? Évidemment, il est clair que victime potentielle. Si l'Europe ne se réveille pas dans ce système, elle sera la victime de cette guerre commerciale. Nous serons la balle de ping-pong qui recevra des coups de raquette du côté chinois comme du côté américain. Donc nous avons tout intérêt à ce que l'Europe se réveille, et non seulement l'Europe, mais aussi le couple franco-allemand. Sur les grands sujets, je souhaite que les Français et les Allemands... Où est-il ce couple? On va avoir un sujet. Huawei. Huawei, est-ce qu'on favorise Huawei ou on ne favorise pas Huawei? Moi, on me demande, est-ce que vous êtes pour et vous êtes contre? Ma réponse, c'est la même chose que les Allemands. Mettons-nous d'accord avec les Allemands. Montrons, comme l'a fait Macron quand il a reçu Xi Jinping avec Angela Merkel et Juncker, montrons aux Chinois que la force véritable que nous représentons, ce n'est pas seulement la force de la France, alors, la force Huawei, de l'Europe. La 5G, quelle est votre position? La même position que les Allemands. Un sommet franco-allemand qui décide ensemble quelle est notre position. Moi, je pense que c'est le franco-allemand qui doit exister. Quelle position doit-on avoir? Je pense que la première des priorités, c'est rassembler l'Europe sur cette ligne. Si l'Europe est rassemblée sur cette ligne, notamment comme le fait aujourd'hui Thierry Breton, à ce moment-là, nous aurons la force d'avoir notre indépendance, de pouvoir parler à tout le monde et d'être capable d'exister. Mais les Chinois protestent. Vous avez vu les Américains, à propos de Huawei. Les Américains nous disent, les Américains nous disent qu'il faut suivre les Américains. Oui. On a fait beaucoup trop de suivisme dans le passé récent vis-à-vis des Américains. Il faut résister aux Américains, mais il faut aussi être indépendant des Chinois. Donc là, la seule solution, c'est l'Europe. Et pour que l'Europe vive, il faut que le franco-allemand soit clair et engagé. De ce point de vue-là, si la France et l'Allemagne se réunissaient et disaient que sur Huawei, la position est celle-ci, je vous assure, qu'elle soit positive ou négative, l'Europe gagnerait en indépendance, en souveraineté et donc en capacité de négociation. Oui, l'Europe sans la Grande-Bretagne, bientôt. La Grande-Bretagne qui va peut-être vouloir démontrer qu'en étant en dehors de l'Europe, on réussit mieux qu'en étant à l'intérieur de l'Europe. N'est-ce pas le risque? C'est un risque, mais aussi à nous de bien montrer que la stratégie de l'Europe continentale, c'est de faire en sorte que le Royaume-Uni ne soit pas dans une situation favorable dans son nouveau statut. Son nouveau statut doit être pénalisant. C'est ce que dit le président Macron, et je partage cet avis. Oui, mais est-ce que la sécurité... Le président Macron, Emmanuel Macron, a parlé de la dissuasion nucléaire il y a 2 jours. Est-ce que la sécurité de l'Europe passe par les États-Unis aujourd'hui? Je pense que c'est ce qu'il a dit. Hein. Je pense Vous êtes d'accord avec lui ou pas? De moins en moins. Sur ce sujet, je doute. Sur ce sujet, je pense que notre liberté est de moins en moins dépendante des États-Unis. Quand je vois comment ils ont réagi sur l'Iran, quand je vois comment ils se retirent des accords, y compris les accords de Paris, quand je vois qu'ils combattent en permanence la zone euro pour créer des difficultés à nos entreprises, quand je les vois soutenir le Brexit, je me dis, est-ce que ce sont les mêmes alliés qu'hier? Est-ce que demain, ils feraient ce qu'ils ont fait hier? Donc aujourd'hui, il est clair qu'il y a avec les Américains, aujourd'hui, une tension, une déception qui est profonde. Et quand le président de la République dit que l'OTAN est en mort cérébrale, ça veut quand même dire qu'il a conscience des grandes difficultés. Des grandes difficultés, sauf qu'en Europe, beaucoup de pays sont très attachés à l'OTAN, vous le savez, Jean-Pierre Raffarin. Alors, est-ce que le rôle de la dissuasion nucléaire française est d'être mise au service de l'Europe? D'être mise au service de l'Europe, oui. Mais son rôle aujourd'hui, c'est d'essayer de convaincre les Allemands. Dans un premier temps, alors que l'Europe est un peu en crise, parce qu'il y a ce processus de déconstruction, il nous faut redonner une dynamique. Je pense que cette dynamique, c'est l'énergie franco-allemande. Les Allemands, ils ont été très puissants et ils ne voulaient pas d'accord. Aujourd'hui, ils ont des situations politiques très difficiles. Ils ont devant eux une crise du charbon et de la transition énergétique. Ils ont devant eux une crise de l'automobile. Ils n'ont pas un avenir aussi facile que ça. Ils auront aussi besoin de la France. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure pour la crise en Chine. Aujourd'hui, un pays a besoin des autres. L'Allemagne aussi aura besoin des autres. Et elle aura besoin de la France. Et elle aura besoin peut-être de la dissuasion nucléaire française. Bien sûr. Nous sommes le seul pays en Europe. Le seul pays à posséder l'arme atomique. En Europe continentale. En Europe, oui, le seul. À part la Grande-Bretagne, maintenant, qui n'est plus dans l'Union, ou qui ne sera bientôt plus dans l'Union européenne. J'imagine, un pays de l'Union européenne est attaqué militairement. Est-ce que la France doit mettre au service de ce pays son arme nucléaire ? Évidemment, la France s'engage pour l'Union européenne. Il est clair que la France doit, dans cette situation-là, comme elle avait des accords avec les Britanniques auparavant dans ce type d'hypothèse, elle doit assumer ses responsabilités. Mais je pense
qu'elle aurait plus de force si tout ça se faisait par un accord franco-allemand, qui serait un accord de base de cette nouvelle Europe. Un accord militaire, un accord stratégique. Absolument. C'est indispensable. Je pense que c'est indispensable. Le réveil de l'Europe est une nécessité. Autrement, nous sortons de l'histoire. La Chine et les États-Unis vont diriger le monde durablement. La seule façon de ne pas sortir de l'histoire, c'est d'avoir un pôle européen puissant. Ce pôle européen, il ne peut exister que s'il y a à la base une volonté commune entre la France et l'Allemagne. Les circonstances politiques, une France qui a quand même des institutions stables et des Allemands qui vont avoir besoin de la France, dans ce contexte-là, les situations sont réunies et on a un président qui a des capacités de leadership. Je pense que les conditions sont réunies pour qu'on ait un réveil de l'Europe qui passe par une dynamisation de la relation franco-allemande. Emmanuel Macron aussi dit que la France n'adhérerait pas à un traité d'interdiction des armes nucléaires. A-t-il raison ? Il a raison de protéger notre arme nucléaire et de protéger notre indépendance nationale. Il a raison de faire en sorte que la France est un pays... Sans l'arme nucléaire, la France ne serait plus peut-être au Conseil de sécurité des Nations Unies. Jean-Pierre Raffarin. Bien sûr, et que on rétrograderait en matière de diplomatie internationale et on perdrait notre souveraineté. Notre souveraineté, elle est en grande partie dans notre défense. Dans notre défense. Bien, à propos d'Emmanuel Macron et de cette réforme des retraites qui n'en finit pas, et qui est en difficulté. Il est en difficulté, à vos yeux, le président de la République, ou pas? Je pense que tout le monde sur les retraites a connu un certain nombre de difficultés. Vous savez, dans la vie politique, il y a des moments assez difficiles. Moi, j'ai connu aussi des grandes manifestations, j'ai connu vraiment des moments difficiles, et puis ça dépend beaucoup de l'issue de la crise, de l'issue de cette crise. Et donc, si la loi est votée, si on remet en cause des régimes spéciaux, s'il y a des acquis stratégiques dans ce texte, tout ce que nous aurons vécu apparaîtra plutôt comme une circonstance dans laquelle le président a fait preuve et d'autorité et de détermination, d'un certain courage politique. Mais n'est-ce pas sa personnalité qui est mise en cause? Il est attaqué sur les réseaux sociaux notamment, d'une manière virulente. Vraiment virulente. Je pense que ça, c'est la dérive du quinquennat. Nous sommes dans une situation, au fond, dans laquelle le président de la République, élu pour 5 ans, apparaît comme le seul qui peut incarner le pays. Est-ce qu'il n'est pas en partie responsable? Je pense que nos institutions donnent trop d'importance aujourd'hui au seul président de la République. Je pense que dans le septennat, il y avait un rôle pour le Parlement qui était différent, une organisation président-premier ministre qui était un peu différente. Je pense qu'aujourd'hui, on concentre les pouvoirs au sommet, on met tout sur les épaules d'un seul homme, et un homme aujourd'hui ne peut pas incarner une société aussi complexe que la nôtre, aussi différenciée que la nôtre, aussi multiple que la nôtre. Et donc, évidemment, un seul homme aujourd'hui a du mal à incarner cette France-là. Et donc, naturellement, on lui adresse beaucoup de critiques, et c'est un leadership qui est aujourd'hui difficile. Est-ce qu'il parle encore à la France? Est-ce que la France l'écoute, l'entend? La France, Jean-Pierre Raffarin. La France, quand elle voit la situation de l'emploi, elle comprend. Quand elle va voir la situation des retraites, si l'issue est positive, elle voit bien les bons résultats. Vous savez, aujourd'hui, on peut célébrer le 15e anniversaire d'une loi à laquelle je suis très attaché. C'est la loi sur le handicap voulue par Jacques Chirac et mise en œuvre par mon gouvernement. Vous savez, dans la vie politique, on a des moments durs, mais il y a des petits moments de fierté. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'étais quand même fier d'avoir été à la tête d'un gouvernement qui avait fait cette loi en faveur des personnes handicapées. Donc il y a une loi qui est renforcée, apparemment qui va être renforcée. Qui va être renforcée. On attend les mesures demain. Demain. Tout ceci pour dire que le président de la République, il a des occasions de rebond en permanence. La Ve République lui a donné une position, naturellement, dont il a des inconvénients, l'exposition, mais dont il a des avantages, c'est-à-dire l'autorité. Et donc là-dessus, je crois qu'il peut... Est-ce qu'il en a encore de l'autorité? Bien sûr, celle de la fonction. Si vous voulez, en politique française, faisons très attention. Moi, j'ai vu un Jacques Chirac perdre beaucoup d'autorité avec une dissolution. Je l'ai vu gagner les élections présidentielles après. La fonction présidentielle en France, voulue par le général de Gaulle, qui fait que l'homme présidentiel est l'homme en charge de l'essentiel, disait-il, cette capacité-là fait que la fonction porte quelquefois l'homme. Et quand l'homme a des fragilités, la fonction le porte. Donc il ne faut jamais sous-estimer dans la Ve République un président élu par les Français. Celui-là, il a toujours, à un moment ou à un autre, des circonstances qui lui donnent de la puissance et de l'autorité. Bien, merci Jean-Pierre Raffarin d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes sur RMC et BFM TV, il est 8h53.